Depuis de nombreuses années, le plan, je vais vous dire quand même le plan, ce sont bien entendu les enfants précoces, l'hyperactivité, les troubles associés, cas cliniques, voilà, je vous expose ça. Depuis plusieurs années, un certain nombre d'années, j'exerce cette profession avec engouement. Et il est une spécialité qui me passionne tout particulièrement, c'est la précocité. Donc sont concernés 2% de la population et ce qui est énorme, 90% d'enfants précoces qui sont ignorés. 50% de ces précoces sont en difficulté scolaire. Dans ma pratique quotidienne, je vois régulièrement des enfants précoces, que ce soit pour des difficultés de langage oral écrit, des problèmes de concentration, des troubles associés tels que l'hyperactivité. Déjà en 1978, dans un de ses ouvrages, le professeur Debré Ritzen, chef de service de l'hôpital Necker au niveau de la psychopédiatrie, s'exclamait au niveau de ces surdoués pitié pour les précoces. D'où la pertinence de la citation d'Anatole France, nous aurons raison car nous avons raison. Ceci veut dire que déjà à l'époque, Pierre Debré Ritzen avait cerné le problème. Mon plan, le sujet portera donc dans un premier temps sur le dépistage des difficultés et leurs causes, en rappelant quelques définitions essentielles, et dans un deuxième temps de la rééducation orthophonique en tenant compte des données basiques de la psychologie clinique appliquée aux précoces, que je vous illustrerai par des cas cliniques, par des cas pratiques. L'objectif est d'une part de bien cibler ces difficultés et d'autre part de comprendre la manière de réfléchir, de raisonner et le comportement de nos précoces. Afin d'atteindre cet objectif, je me réfère au test psychométrique, le QI, ainsi qu'aux tests affectifs de personnalité, s'ils ont été effectués. Il m'est arrivé de soupçonner une précocité et de demander aux parents de faire réaliser ces tests. Et j'effectue de mon côté un bilan orthophonique pour mettre en évidence ces difficultés inhérentes aux échecs scolaires. Précisant que ma clientèle est en partie aux 2/3 constituée de garçons. Alors quant au test que je réalise, il est un test très fiable qui tient compte du nombre de fautes et du temps de lecture, qui s'appelle le test de l'Alouette de Lefavret, qui est un test qui donne l'âge de lecture par rapport à l'âge réel, chronologique, au mois près. Et il existe 3 sortes de dyslexie: mineure, en termes de points de -20 à -30, moyenne, -20 à -60, et au-delà de -60, majeure. Donc il est important d'intervenir très rapidement, sachant qu'une aberration consiste à ne pas dire que le surdoué n'est pas dyslexique. Je passerai... alors bien entendu, la personnalité de l'orthophoniste doit être en empathie avec le petit patient. Les qualités, je les citerai, la patience, la bienveillance, l'indulgence, la compréhension, le dialogue, éventuellement s'intéresser à sa vie si ça demande, s'il doute de lui-même et s'il est en demande, tout ceci accompagné de bon sens, l'écoute. C'est un enfant qui doute souvent de lui.
les faire parler de leur passion, les motiver, faire passer l'information, etc. Et surtout ne pas lui mentir, ne pas le leurrer. Autant de qualités pour le mettre en confiance, le valoriser, allant jusqu'à dire dans un climat d'amour. Tout cela n'exclut absolument pas, suivant le cas, de faire preuve d'une douce autorité, de rigueur, et toujours garder en mémoire leur anxiété. Il est prouvé que, au niveau des suicides, il y en a 3 fois plus que les autres adolescents. Hier, je me trouvais durant le déjeuner, ma voisine de table me disait qu'elle avait été dépistée très tard au niveau de la dyslexie. Lui demandant le degré d'intensité, elle m'a répondu qu'elle ne savait pas qu'il y avait ces 3 catégories. Je passe aussi au retard de langage, donc qui peut être soit phonétique, soit syntaxique. Phonétique, ce sont des troubles articulatoires, et phonétique et syntaxique, comme son nom l'indique, des difficultés au niveau de la construction de phrases, de la syntaxe. Les deux peuvent être liés, mais en aucun cas le retard de langage phonétique n'influence la dyslexie. Par contre, un dyslexique sur 3 était précédé d'un retard de langage. Il est à noter couramment l'action très positive de la rééducation sur les troubles du comportement lorsqu'un bon contact est établi, groupant à la fois chaleur, autorité et humour. Il ne faut pas oublier l'humour par rapport à ces enfants, comme les autres d'ailleurs. Et ceci n'est-elle pas la meilleure des psychothérapies? La dysorthographie, j'en parlerai très succinctement. Ces difficultés en orthographe sont toujours corrélées à la dyslexie. Il peut par contre y avoir, mais très rarement, une dysorthographie sans dyslexie. Lors de l'anamnèse, c'est-à-dire l'interrogatoire de l'enfant, je demande aux parents le déroulement de son parcours, de la grossesse, l'accouchement. On retrouve la plupart du temps des antécédents familiaux, parfois une souffrance cérébrale minime, telle que la prématurité, dysmaturité, enfant de petit poids. À l'accouchement postnatal, ça peut être une jaunisse, une épilepsie, voilà. Mais en aucun cas, là j'insiste, en aucun cas de cause psychologique, affective, relation à la mère, hospitalisme, comme certains veulent encore le faire croire, tels les psychanalystes. Dit-on de la myopie que la cause est psychologique. En effet, il ne faut absolument pas confondre la cause et la conséquence, confusion malheureusement encore parfois entretenue trop souvent. Il en découle des psychothérapies inutiles, voire même préjudiciables, pouvant durer pendant des années au détriment de cette rééducation orthophonique. Je citerai à ce propos Paul Verlaine, celui qui peut sans frémir juger sur la terre. Pour parler des psychanalystes qui s'arrogent le droit de juger. Qui peut, je répète, qui peut sans frémir juger sur la terre? Je tenais tout particulièrement à rendre hommage, vous connaissez certainement Ariel, mais je tenais tout particulièrement à rendre hommage pour leur engagement courageux vis-à-vis de la psychothérapie de bon sens, ces remarquables psychologues cliniciennes que sont Anne-Charlée Debré et Ariel Ada. J'en profite pour remercier également Charles Terrassier, dont on connaît le terme de dysynchronisme, et qui se bat aussi pour faire reconnaître ces petits surdoués. Je voulais vous préciser que dans la dysmaturité, on retrouve un enfant sur 2 instable. C'est quand même important.
Alors parfois, ces troubles sont associés à des difficultés de concentration et une hyperactivité. Cette hyperactivité est un trouble du comportement. Chez les anglo-saxons, on l'appelle hyperkinésie. Et on retrouve aussi, on demande à la mère, on retrouve souvent une hypermotilité fœtale. Ce qui montre la nature, organique. Je suis organiciste. Alors cette instabilité motrice, il faut bien garder en tête la notion de permanence qui est différente des turbulences réactionnelles qui sont inconstantes et qui sont liées, celles-ci, à des circonstances familiales ou scolaires. La labilité de l'attention est un vrai problème au niveau scolaire. L'enfant passe d'une activité à l'autre, touche à tout, bouge de manière excessive. Il est toujours en mouvement, il est impulsif, il est prolixe. Il ne tient pas compte des risques vis-à-vis de lui-même et des autres. Et on observe cette hyperactivité déjà à l'acquisition de la marche. La définition du département américain de la santé, de l'éducation et du bien-être a bien défini cette notion de MBD qui est un dysfonctionnement minime du cerveau, accompagné parfois de strabisme, d'incoordination motrice, de dyskinésie des extrémités, des mains par exemple. Alors je vous lis la définition. MBD s'applique à des enfants d'intelligence normale, donc éventuellement pour les précoces, présentant certains troubles de l'apprentissage et du comportement, associés à des anomalies fonctionnelles du système nerveux central. Il regroupe donc des désordres très divers dont l'association, la gravité varie avec l'origine desquels existerait un même mécanisme. Bon, je vais passer quand même au cas pratique. Je voudrais commencer par la lettre d'une jeune fille d'environ 19 ans que j'ai détectée pour des difficultés en orthographe. Et finalement, ce n'était pas une vraie dysorthographie, mais c'était dû au manque de base. Le travail a été de faire de la méthodologie, lui donnant des recettes. Question? Oui? Can I ask it in Yes, absolutely, yes. French is not. Absolutely, you can ask in English, yes, that's fine.